Je répète souvent, Canari Chénière est un petit club, mais dynamique, comme vous pouvez le voir. Chaque mois, nous faisons des réunions tous les deuxièmes vendredis du mois, où nous invitons donc des conférenciers et nous faisons plusieurs sujets. Nous ne tenons pas seulement à une seule sorte d'oiseau. On sillonne un peu dans tous les oiseaux pour contenter tout le monde. Nous avons fait les cailles, nous avons fait les indigènes, les canaris de couleur, les vétérinaires, les grands perroquets, les aras et tout ça. Chaque mois, on essaie un peu de différencier pour que tout le monde soit contenté. Et alors, je remercie ici Jean-Marie Michel, qui s'est inscrit dans notre club il y a peu, et qui s'est proposé pour faire donc une conférence ce soir sur les rapaces diurnes et la rapace nocturne. Il va d'abord présenter les rapaces diurnes, et puis alors, comme d'habitude, nous faisons toujours un petit entracte, une petite pause, et pendant cette pause-là, on peut discuter l'un l'autre, discuter avec lui, et alors, pendant ce temps-là, il remettra ses rapaces nocturnes, et il continuera son exposé. Voilà, donc je le remercie déjà d'avance, merci bien à toi. Merci à vous aussi d'être venu et bonne conférence. Bonsoir à tout le monde. Je vais essayer de vous communiquer ma passion pour les rapaces et de vous faire mieux connaître cette oiseau fantastique. Donc on va commencer par les rapaces diurnes. Donc ce sont des oiseaux qui dorment la nuit et qui chassent la journée. Il y a donc dans les rapaces, il y a plusieurs familles. Vous avez, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, je ne vais pas vous embêter avec ça. Vous avez la famille des acipitriformes, dont il y a les acipitridés, les muses, qui sont les aigles, les buses, les milans, les vautours, les autours des palombes, enfin, les autours en général, il n'y a pas que celui des palombes, et les... Donc voilà, ça ce sont les principes. Alors vous avez dans cette famille, vous avez l'ordre alors après des falconiformes, qui contiennent les faucons. Vous avez encore d'autres ordres avec des oiseaux qui ne vivent pas par ici. Vous avez les canaridés, qui sont les vautours qui vivent en Amérique, aux Amériques, ce qu'on appelle les vautours au monde. Les vautours de l'ancien monde, eux, sont dans les acipitridés. Et alors, vous avez les pordiolidés qui ne sont représentés que par une seule espèce, c'est le balbuzard pêcheur. Alors, les aigles, ceci ce n'est pas un aigle, c'est une buse. Les aigles, comme les buses d'ailleurs, se reconnaissent parce qu'ils ont les pattes et des tarses emplumées assez bas. On peut voir le faucon, par exemple, lui, il a les pattes des tarses emplumées beaucoup plus haut. Alors, les rapaces diurnes sont des oiseaux qui chassent principalement à la vue, qui ont une ouïe à peu près semblable à la nôtre, mais par contre qui ont une vue à peu près entre 7 et 10 fois supérieure à la nôtre. Certains rapaces diurnes sont capables de voir même des couleurs que nous on ne voit pas, c'est-à-dire les ultraviolets. Donc un oiseau comme celui-ci est capable de repérer une souris rien qu'à la vue à peu près à 1 km. Alors, quand on parle de la vue, chez les rapaces, ils ont une paupière normale comme nous, et ils ont une autre paupière, comme beaucoup d'autres oiseaux d'ailleurs, qu'on appelle la membrane nictitante, qui est une membrane légèrement opaque, mais quand même transparente, qui ne monte pas du dessus de l'œil vers le dessous comme une paupière normale, qui vient de l'avant de l'œil vers l'arrière,
et qui sert à protéger l'œil pendant le nourrissage des jeunes, pendant la chasse. Voilà, ça c'est les caractéristiques. Alors, chez les rapaces, ce n'est pas le bec qui est le plus dangereux. Le bec en réalité ne sert que de fourchette, il sert qu'à dépecer les proies. Ce sont les serres qui sont les plus dangereuses. C'est avec ça qu'un rapace tue ses proies. Certains faucons peuvent les achever avec le bec, mais au départ ils les prennent avec les serres. Qu'est-ce qu'on peut encore dire au niveau de la chasse, il y a plusieurs techniques de chasse chez le rapace. Il y a la chasse à l'affût, c'est-à-dire que l'oiseau est perché sur un rocher ou une branche, et il attend qu'une proie passe à sa portée avant de tomber dessus. Ou alors, il y a la technique de chasse au vol, c'est-à-dire que l'oiseau vole à une relativement faible altitude et repère une proie et plonge dessus. Il y a aussi, comment vais-je dire, certains rapaces chassent au sol, en marchant, en baladant. C'est le cas du Sagittaire serpentaire, qui est un grand oiseau d'Afrique qui vient à peu près à 1,30 m de haut, qui est très haut sur pattes, un peu comme un échassier. Et c'est un oiseau qui se nourrit principalement de serpents. Donc lui, il chasse en se promenant dans la savane. Il a une technique de chasse assez particulière, c'est-à-dire qu'il ne tue pas au départ sa proie en la serrant dans ses serres comme les autres rapaces. En réalité, il l'assomme avec ses serres. Et puis seulement, alors il la tue et il la mange. Il fait ça parce qu'il mange des serpents venimeux, donc c'est mieux pour lui de ne pas se faire piquer parce qu'il n'est pas immunisé contre le venin. La technique de chasse des faucons est, elle, relativement différente. C'est un oiseau qui fait uniquement la chasse au vol, lui. Il y a deux techniques chez les faucons. Il y a le faucon pèlerin qui, lui, va voler très haut en altitude et qui va fondre sur sa proie, parce que cet oiseau-là ne chasse principalement que des oiseaux. Donc, il monte au-dessus de sa proie et il se laisse descendre dessus, à une vitesse assez vertigineuse. Le record actuel connu, c'est un oiseau d'élevage allemand, auquel on a mis un petit appareil dans la queue qui pèse 2 grammes pour mesurer sa vitesse, et il a été, entre guillemets, flashé à 389 km/h. C'est le record de vitesse. Alors, on a les vautours chassent tout à fait différents, ne chassent pas. Par contre, ils sont repris dans les rapaces, mais c'est le seul oiseau qui ne chasse pas. Ils mangent principalement des proies mortes ou des déchets. Dans certaines régions, on les voit sur les décharges publiques pour aller manger des déchets. Maintenant, tous les rapaces, sauf les faucons, mais tous les autres rapaces peuvent aussi être charognards, le cas échéant, si c'est nécessaire, s'ils ne trouvent pas de proie. Ils vont aussi manger des animaux morts. Mais sauf les faucons ne mangent jamais de charogne, eux ne mangent que des animaux vivants. Qu'est-ce qu'on peut encore dire sur la chasse? Oui, ils sont chauds. Donc, voilà, ça c'est les techniques de chasse. Ah oui, et dans les rapaces, il y a aussi des rapaces qui chassent uniquement des poissons. C'est le cas du balbuzard pêcheur, lui ne mange 100% de poissons. Et le rapace, c'est pour ça qu'il est dans une famille tout à fait à part, c'est un rapace un peu à part. Il chasse des poissons, donc, mais il ne les chasse pas comme... Il y a d'autres oiseaux qui chassent des poissons aussi, mais il ne les chasse pas de la même manière. C'est-à-dire que les aigles pêcheurs, on appelle les aigles pêcheurs, eux vont chasser des oiseaux qui se trouvent au niveau de la surface de l'eau. Ou alors ils vont aller chasser en eau peu profonde. Mais le balbuzard pêcheur, lui, plonge carrément dans l'eau pour aller chercher des poissons beaucoup plus bas, quoi. Donc, au point de vue de la chasse, voilà. Si quelqu'un a des questions... T'as un autour aussi. L'autour n'est pas long, oui. Ouais. Il chasse encore différemment. C'est un chasseur d'oiseaux, et il chasse principalement à l'affût. Quand il va chercher les pigeons, Il te les prend en vrille, hein, oui. Oui, il peut le faire aussi, mais il chasse principalement à l'affût. C'est-à-dire qu'il est sur une branche, et il attend qu'un oiseau passe à sa hauteur, et à ce moment-là, il le poursuit. Ah oui, alors en parlant de la chasse, on dit aussi, on dit à tort que les rapaces
dans certaines régions d'Europe sont responsables du manque de gibier pour les chasseurs. Hein, il y a des études qui ont été faites là-dessus, ça a été prouvé que ce n'est pas vrai. Parce que les rapaces, déjà, ne chassent pas des animaux, ben si, ils n'ont que ça à leur disposition, mais un rapace, il faut savoir que les rapaces, en général, ce sont des oiseaux très paresseux. Donc ils ne volent que pour chasser, ils ne volent pas pour le plaisir de voler, ils volent pour chasser, pour les parades nuptiales, ou s'ils sont dérangés, évidemment. Donc, à ce moment-là, comment dire, oui, voilà, ils vont faire une sélection, c'est-à-dire qu'un rapace, comme il est paresseux, il ne va pas se lancer à la poursuite d'un gibier, que ce soit un pigeon par exemple, en bonne santé, en pleine forme, un champion. Il va plutôt attraper soit un jeune qui est encore faible, ou un animal malade, ou un animal dégénéré ou blessé. Donc il va faire une sélection. C'est plus facile, oui, tout à fait. Ils ne sont pas bêtes, donc ils ne vont pas. Ils ont le choix, je veux dire, ils ne vont pas se lancer à la poursuite d'un animal en pleine santé. Ça fait mal, ça. Ça, celui-ci, c'est un mâle. Ah non. Voilà. Alors oui, il faut savoir aussi que chez les rapaces, le mâle est toujours plus petit que la femelle. Ben ouais. Oui. Chez certains oiseaux, surtout chez les faucons, le mâle s'appelle le tiercelet parce qu'il est un tiers plus petit que la femelle. Ouais. Toujours ça. Maintenant, il y a des rapaces aussi. Chez les nocturnes, ça se voit, la différence est moindre. Et chez les vautours, il n'y a quasiment pas de différence. Ben, chez certains vautours aussi, Sartais, ouais. comme les condors des Andes par exemple, là le mâle est beaucoup plus grand. Là c'est le contraire, c'est le mâle qui est beaucoup plus grand que la femelle. Mais chez les autres vautours, c'est à peu près la même chose, la femelle est légèrement plus grande, mais il y a une petite différence. Les femelles sont aussi généralement plus agressives que les mâles. C'est-à-dire que chez certains oiseaux, si la pénurie vient, si en période de niche, si la pénurie vient à manquer, s'il vient à manquer de nourriture, une femelle peut très bien tuer son mâle pour nourrir ses jeunes. Voilà. Ça n'arrive pas souvent, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais. Il y a aussi chez les aigles, par exemple, ce qu'on appelle le caïnisme. Les aigles, généralement, pondent 2 œufs. Et généralement, un seul jeune arrive à l'envol. Parce qu'il faut savoir que les aigles pondent les œufs à 3 jours, 3 voire 4 jours d'intervalle. Donc, il y a une très grosse différence de taille entre le premier jeune et le deuxième. Et généralement, le plus fort des deux, soit l'autre meurt d'inanition parce qu'il n'est pas nourri suffisamment s'il n'y a pas suffisamment de proie, soit ils sont nourris tous les deux, mais le plus grand tue le premier pour se nourrir aussi. Ah oui, c'est la plus loi de la nature, oui. Mais c'est aussi fait pour limiter les rapaces sont des oiseaux qui vivent vieux. Ça vit combien d'années? Ça varie énormément d'un rapace à l'autre. En réalité, plus le rapace est petit, moins il vit vieux. Un petit rapace comme celui-là, il va vivre à peu près 7-8 ans. Maximum 10 ans. Un rapace comme celui-ci, ça peut vivre aux alentours de 25 ans. Un aigle peut vivre aux alentours de 40-45 ans. Après les nocturnes, on en parlera après les nocturnes. Donc voilà. Donc ici, c'est quel ça? Voilà. Donc ceci, c'est une buse à queue rousse. Donc c'est un tiercelet de buse à queue rousse, donc un mâle de buse à queue rousse, qui a 8 mois, mais qui est à taille adulte. Il faut savoir que les rapaces, vers 2, 3, 4 mois en fonction de l'espèce, est plus grand un peu plus tard, mais généralement des oiseaux de cette taille-ci, à 2 mois, 2 mois et demi, ils ont leur taille adulte. Maintenant, il n'a pas encore son plumage d'adulte, donc il va encore changer de couleur, parce que vous voyez, la queue commence seulement à être un peu rousse, mais il a franchement une queue rousse-rousse quand il est adulte. Donc celui-ci aura son plumage d'adulte, il aura à peu près 2 ans. Alors, celui du milieu, le plus grand au milieu, c'est un faucon crestel américain. C'est aussi un tiercelet. C'est un mâle qui lui aussi à 8 ou 9 mois.
Alors, la reproduction. Donc, comme je disais, ce sont des oiseaux qui ont relativement peu de jeunes, en fonction des espèces. Les faucons et tout ça, par exemple, eux ont plus de jeunes. Et les petits faucons comme le crestal américain ou le crestal européen ont encore plus de jeunes. C'est-à-dire que c'est des oiseaux qui peuvent, les petits faucons comme ça, c'est des oiseaux qui peuvent avoir 6-7 jeunes, à nicher. Seulement, il faut savoir que 80%, oui, à peu près, 60 et 80% des jeunes n'arrivent pas à l'âge d'un an. Soit ils sont tués par des prédateurs, soit ils meurent parce qu'ils ramassent une nourriture, des accidents de la route, des exposants, on verra ça un peu aussi. Alors voilà, ça c'est Vénus, c'est une buse de Harris. Donc ça, ce sont des oiseaux, on va commencer par celle-là, ça c'est la buse à queue rousse, donc c'est un oiseau qui vit en Amérique, Amérique du Nord, principalement, et Canada. Celle-ci, c'est la buse de Harris, c'est un oiseau qui vit en Amérique du Sud, Amérique centrale et sud de l'Amérique du Nord. Cet oiseau aussi, c'est un oiseau assez particulier. Son surnom, c'est le loup du ciel. Parce que c'est le seul rapace au monde à chasser en groupe. C'est-à-dire que ce sont des oiseaux qui vivent en groupe. Il y a une hiérarchie qui se fait dans le groupe. Il y a une femelle alpha et un mâle alpha, qui sont les deux seuls à reproduire. Il y a généralement un deuxième mâle qui s'accouple avec la femelle aussi. La femelle s'accouple avec deux mâles. Et alors, il y a des oiseaux de moins de 2 ans, des juvénés, parce qu'ils sont uniquement à maturité sexuelle à l'âge de 2 ans, ceux-ci. Maintenant, la maturité sexuelle varie beaucoup d'un oiseau à l'autre. Les petits oiseaux comme ceux-là et tout ça, à 1 an, ils ont leur maturité sexuelle. Dans les grands aigles et tout ça, ça peut aller jusqu'à 7, 8, 9 ans pour avoir la maturité sexuelle. Et donc, ils ont donc 2 mâles adultes et une femelle adulte qui forment un trio, et ils sont aidés pour le nourrissage et pour la chasse par des juvéniles de moins de 2 ans. Mais c'est le seul oiseau au monde à avoir cette technique de prédation et de chasse. Qu'est-ce qu'on peut parler de la reproduction? Oui. Donc la reproduction, les oiseaux, les grands rapaces ont généralement peu de jeunes. Et il y a même certains vautours, comme le condor des Andes, qui ne fait qu'un seul jeune, et qui ne fait qu'un seul jeune tous les 2 ans. Mais ça ne produit pas tous les ans. Alors les rapaces font un nid, enfin, certains rapaces font un nid, d'autres pas. Quand on parle de nid, on parle d'aide chez les rapaces. C'est une aide qu'on appelle ça, un nid. Donc l'aire d'un rapace est généralement située, quand les oiseaux construisent des aires dans les grands arbres, souvent. Quand ils construisent des nids, c'est souvent dans les grands arbres. Certains en construisent dans les rochers, mais généralement ceux qui nichent sur des falaises ou des rochers ne construisent pas de nids. Ils font ça dans un creux, dans un rocher, dans la fracturosité et tout ça. Bien protégé avec un surplus rocheux et tout ça, mais ils font. Généralement, ces oiseaux ne construisent pas pour proprement parler. Et donc l'aire de certains rapaces peut être énorme. Elle est faite généralement de branches, tapissées à l'intérieur avec des herbes et de la mousse et des matériaux plus doux. On a déjà vu des herbes d'aigles royaux qui faisaient à peu près 2,40 m de haut, sur un diamètre de 2 mètres, et faisaient plus d'une tonne. Il y a certaines fois où même l'air s'est effondré, enfin l'arbre s'est effondré parce qu'il y avait trop de poids dessus. Et les grands aigles, certaines buses et oiseaux comme ça construisent plusieurs aires. L'aigle royal, ça peut aller jusqu'à 6 ou 7 aires différentes. Il n'en utilise qu'une, mais il en a des réserves. Oui.
ça, si jamais il a un problème, si jamais une aire, il déménage. Et généralement, quand une aire donne des satisfactions et que les jeunes qu'ils arrivent à élever des jeunes dans cette aire-là, ils gardent cette aire-là, ils ne changent pas. Ils reviennent chaque année. Ils y reviennent chaque année, oui. Elle garde toujours la même forme, hein. Oui, généralement, la plupart, pas toujours, hein. Pas tous, hein, mais les gros rapaces, généralement, tout ce qui est aigle et tout ça, sont fidèles à vivre. Sauf, maintenant, c'est pas ce qu'on appelle la fidélité au point de vue humain, je vais dire, parce que si jamais un ou l'autre du couple vient à mourir, généralement, dans la semaine, il est remplacé. Hein. Il n'y a pas de deuil et tout ça. Mon amour, non, c'est... Vous regardez sur le piano. Oui, combien de On t'arrête de faire le foot, hein. Et donc, voilà, donc il y a, oui, la ponte. Hein. L'incubation, ben, ça varie énormément d'un oiseau à l'autre. Des petits oiseaux comme ça, c'est généralement autour de 28, 25, 28 jours. Hein. Oui, ça peut aller, une bûche comme ça, c'est autour de 30-35 jours. Hein. Maintenant, plus l'oiseau est grand, plus un aigle, c'est généralement aux alentours des 45-50 jours. Certains aigles et certains vautours, ça peut aller jusqu'à 60 jours d'incubation. Le temps passé au nid est à peu près similaire aussi. C'est-à-dire qu'un faucon comme ça, les jeunes vont rester à peu près 3 semaines à un mois au nid. Hein. Ils vont rester 5-6 semaines chez un oiseau comme ceci. Hein. Chez un aigle, chez certains aigles, ça peut aller jusqu'à 3 mois et demi, 4 mois au nid. Hein. Il y a certains rapaces où c'est 3 mois et demi, 4 mois au nid. Et après ça, c'est encore 6 ou 7 mois, dépendant des parents. Et puis seulement, là, on est Alors, il y avait un monsieur qui disait tout à l'heure, quand l'oiseau faisait ça, il disait à sa femme, c'est parce qu'il a senti ton parfum. Il faut savoir que les rapaces n'ont pas d'odorat. Donc ils ne sentent rien. Pas du tout. Non. Sauf des vautours bien particuliers du Nouveau Monde, donc des vautours américains, qui s'appellent les urubus. Et dans les urubus, il y a 4 sortes d'urubus. Il y a l'urubu à tête rouge, l'urubu à tête noire, le grand urubu et l'urubu à tête jaune. Et il y a uniquement le tête jaune et le tête rouge qui ont un bon odorat. Et comme ce sont des vautours, donc ce sont des charognards, ce sont des oiseaux qui mangent des animaux morts. Et un vautour comme ça, un vautour urubu à tête rouge par exemple, est capable de repérer une proie, un animal mort, une proie, une charogne, à peu près 10 km. Et en réalité, c'est un très petit vautour, un vautour qui fait à peu près cette taille-là. Mais quand il repère la proie, lui, il ne sait pas la découper comme ça, un gros animal mort, si c'est un buffle ou un truc comme ça, enfin, il n'y en a pas trop en Amérique, mais un bison ou un truc comme ça, il ne sait pas attaquer le cuir de l'animal. Donc, il travaille en collaboration avec les autres vautours. C'est-à-dire que le vautour urubu plane dans le ciel, repère la proie, et généralement les autres vautours, quand ils voient les urubus partir, ils les suivent. Parce qu'ils disent, ah, lui il a senti quelque chose. Donc ils partent, et ce sont les grands vautours, alors qu'ils commencent à dépecer la proie, et l'urubu se contente des restes. Tant qu'on a parlé des vautours, il y a encore une particularité chez un vautour qui s'appelle le gypaète barbu, qui est un vautour qui vit en Europe, qui on retrouve dans les Alpes et dans les Pyrénées. Et c'est un vautour qui ne mange pas de viande, il ne mange que les os. C'est-à-dire que quand les vautours vivent sur les carcasses, il faut savoir qu'en Europe, par exemple, dans les Pyrénées et les Alpes, il y a 3 sortes de vautours, 4 sortes de vautours. Il y a le vautour fauve, le vautour moine, le vautour percnoptère et le gypaète barbu. Et généralement, le gypaète barbu, qui n'est pas le plus petit de tous, c'est le percnoptère le plus petit, le gypaète barbu, généralement, mange en dernier. Parce que les autres, généralement, il y a une hiérarchie. Ce sont les vautours fauves qui vont commencer, les vautours moines qui vont commencer, puis les vautours fauves, les percnoptères, et le gypaète va terminer quand il n'y a plus de viande, il n'y a plus que les os. Donc les petits os sont avalés comme ça. Les gros os, il les prend soit dans ses serres, soit dans son bec. S'ils ne sont pas trop gros dans son bec, s'ils sont plus gros dans les serres. Il va s'envoler avec,
et il va à une certaine hauteur les lâcher sur un port de rocher pour les casser et redescendre manger les morceaux. C'est le seul vautour qui fait ça. Hein. Les autres ne mangent que la viande, hein. Les autres restent là. Donc les vautours sont des animaux très très utiles, parce qu'ils évitent que les charognes ne restent dans les montagnes, ne restent dans les montagnes à l'air libre et ne pourrissent et attraper des maladies, des microbes, tout ça. Donc ce sont des ébouleux, c'est dans la nature. Malheureusement, ben, on a dû les réintroduire parce qu'ils ont été très chassés pendant très longtemps. Et il faut savoir que les rapaces, au niveau de la protection et tout ça, il faut savoir que les rapaces sont tous protégés depuis 1976 dans l'Europe. Mais bien avant ça, ils ont vraiment souffert de la bêtise humaine. Hein. Parce que, à l'époque médiévale, on les chérissait. L'aigle était l'emblème des empereurs et des rois. Hein. Et on s'en servait beaucoup en fauconnerie. Mais. C'est moi qui parle. Hein, mais. Comment dire? Mais après, je veux dire, surtout vers le XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'au XIXe et jusqu'au XXe siècle. Lâche-le dans le coucou. Et jusqu'au XXe siècle, ils étaient persécutés. Il ne faut pas s'imaginer que c'est des machins qui dataient, que c'était des choses qui dataient de il y a 100 ans ou 200 ans. Hein. Allô? On a exterminé les oiseaux Oui. en France, par exemple, jusque dans les années 80, hein, du siècle passé. Hein. Donc c'est pas si loin que ça. On estime en France, par exemple, qu'après la guerre 40-45, on tuait chaque année entre 200 000 et 300 000 rapaces. Et donc, le vautour aussi. Et les vautours ont été réintroduits. Il y a eu des programmes de réintroduction qui ont débuté dans les années, fin des années 60, début des années 70. Et les premiers vautours ont été lâchés dans les années 80 dans les Cévennes, dans les Alpes et dans les Pyrénées. Comme les Royales et le Milan. Hein. Les Non, il a jamais... été introduit. Hein, non, ils sont revenus, mais on n'a pas réintroduit. On n'a pas fait de réintroduction. Pas en France ni en Belgique en tout cas. Peut-être dans d'autres pays, ça je n'en sais rien, mais dans ces pays-là, on n'a pas fait de réintroduction. Ils sont tout doucement revenus parce qu'ils ont été protégés. Mais ils sont protégés sans être protégés, parce qu'on les empoisonne encore. Hein. Tous les produits, on les empoisonne pas volontairement, je veux dire, on ne dit pas, voilà, on les empoisonne tous les rapaces. Mais tout ce qui est pesticides, insecticides et tout ça, et dans les années 60 du siècle dernier, 50-60 du siècle dernier, on utilisait un pesticide qu'on appelle DDT, qui a fait qu'en France, il restait à un moment donné, il ne restait plus que il ne restait plus pour toute la France, hein, une vingtaine de couples de faucons pèlerins. En Belgique, à l'époque, il a tout à fait disparu. Maintenant, il commence à revenir, mais à l'époque, il a tout à fait disparu. S'il vous plaît? Il commence à revenir tout doucement, oui. Hein? Et en réalité, ce produit-là, ce DDT ne tuait pas le faucon pèlerin. Mais il les rendait soit stériles, soit il fragilisait la coquille de l'œuf. Donc les producteurs pondaient, mais les œufs cassés n'arrivaient jamais à éclosion. Donc il a disparu parce qu'il ne se produisait plus, tout simplement. Donc maintenant, étant protégé, et tout, il y en a qui reviennent, oui, il y en a quelques couples qui vendent à Nicha en Belgique aussi, dont un couple à la Grand Poste de Verrier, un couple à Bruxelles, à Saint-Michel. Ils ont même filmé l'année dernière pour leur production. Ils sont filmés tous les ans. Ah, tous les ans? Il y a une webcam qui est mise sur le truc, donc si vous voulez aller voir. Maintenant, si vous y allez maintenant, vous verrez peut-être les œufs, ils vont peut-être commencer à pondre. Mais si vous y allez en dehors de la période de production, vous avez des vidéos de l'année dernière, vous pouvez voir. Et autrement, vous avez la webcam qui est en direct. Vous voyez en direct, vous mettez du glycégène et vous voyez tout en direct jusqu'à l'envol des jeunes. Et ça s'appelle Faucon pour tous. Ouais, tu as quelle différence qu'il y a entre la buse variable et la buse normale? La buse variable. Et la buse normale. Enfin, Il y a la buse variable. La buse variable, c'est la buse normale. Hein. En Belgique, on a qu'une. C'est parce qu'elle change de couleur, c'est tout. Ah, Oui. Elle ne change pas de je ne couleur, sais pas, Bah, parce qu'elle est beaucoup plus claire. Non, Hein. non, pas du tout.
Non? Ah non, non, pas du tout. Tendu? Non, non, pas du tout. Non, vous avez 36 000 couleurs différentes dans la bulle variable. C'est pour ça que tout le nom variable. Mais les oiseaux ne changent pas de couleur. Si vous avez un oiseau qui est en face claire, c'est un oiseau qui va rester en face claire toute sa vie. Ah oui, parce que Si vous avez un oiseau presque blanc, il va rester presque blanc toute sa vie. Si vous avez un oiseau foncé, il restera foncé toute sa vie. Ils ne vont pas changer de couleur. Sauf, éventuellement, dans leurs 2 premières années. Je vous ai dit, avec celui-ci, c'est pareil. Hybride. Mais une fois qu'ils ont 2 ans et qu'ils ont leur couleur, si c'est un face, ce qu'on appelle un face clair, il va rester face clair toute sa vie. T'as Il pas ne verra lâché. jamais foncé. Et un foncé ne verra jamais clair. C'était pas lâché, quoi. Oui. Bah non, mais... Mais, oui, si on veut, mais vous avez des bus qui ont cette couleur-ci, des bus variables qui ont cette couleur-ci, vous avez des bus variables qui sont... moi, j'ai un ami qui a une bus variable de toterie, elle est sur entièrement le corps, sauf sur le bord des ailes, elle est entièrement comme ici au milieu, hein. Elle est blanche. Hein. Elle a juste le bord des ailes et une tache derrière le nuque. Le bras plus foncé. Mais autrement, tout le reste, elle est blanche. Mais vous avez des bus variables qui sont bras foncés, même plus foncés que ceci. Hein. D'où le nom de bus variable. Mais ça, c'est la buse, c'est ce qu'on appelle la buse commune, c'est la buse, c'est l'oiseau qui est le plus en Europe, qui est le plus fréquent. Je peux pas mourir bête. Je peux pas mourir bête. Donc, voilà, donc oui, je disais donc, pour les menaces que donc on a pendant des années exterminé les rapaces, qu'à un moment donné, on se demandait même comment il en reste encore. Et vous avez des rapaces qui commencent à revenir tout doucement, ici en Belgique aussi. On a le pèlerin qui commence à revenir. On estime qu'il y a à peu près une vingtaine de couples en Belgique de pèlerins. On a le Milan Royal, avec une estimation entre 25 et 50 couples. Et on a le Grand Duc d'Europe, qui revient aussi, donc un nocturne. Lui, on estime aussi à peu près une quinzaine de couples, 15-20 couples en Belgique. Donc ça, c'est des oiseaux qui commencent un peu à revenir. On a des oiseaux qui sont très communs, comme la buse. le faucon crécelle, il est toujours en Belgique, il y en a toujours? Il y en a toujours en Belgique, oui. On estime à peu près entre 1200 et 2000 couples en Belgique, oui. C'est le rouge celui-là. Le roux. Rouge, comme ça. Parce qu'il y en a dans les faucons qui est sur le rouble. Je te dis, si c'est le crécelle, je ne suis pas certain. Non, il a du rouge. Il y a les merveilles d'Europe aussi. Il a du roux à peu près comme ça, comme celui-ci. Il est un peu moins coloré que celui-ci, mais il a à peu près les mêmes couleurs. Donc oui, il est pas roux sur le dos avec du gris bleu, là. C'est bon, là. Et non, le faucon crécelle, c'est un oiseau. L'oiseau le plus commun ici en Belgique, c'est la buse variable. On estime à peu près aux alentours de 6 à 7 000 couples. Oui, pas mal. Encore ici, on a... Sur l'autoroute, par exemple, Bon, ça, des leur fait autoroutes, plaisir. dans les C'est campagnes, au-dessus du pays. Les fameuses clôtures du TGV, là. Ouais. Il y en a presque à chaque piquet. Elles se mettent là parce que c'est un oiseau qui cherche principalement des petits rongeurs, hein, campagnols, mulots, souris, tout ça. Et elle se met là parce que là, généralement, les talus sont bien tondus. Donc l'herbe est relativement courte. C'est facile à chasser. Hein. Et de plus, comme la buse est aussi charognard, sur l'autoroute. tous les animaux écrasés sur l'autoroute, elle va les chercher. Voilà. Comme ça, c'est plus facile, il n'y a pas besoin de les tuer. Et tout ça. La buse, il faut savoir que c'est la buse variable. En hiver, en Europe, elle est à 80% charognard. Elle mange à 80% des animaux morts. Et elle ne chasse que 20% de ces trucs. En été, pas. Hein. En été, c'est le contraire. Même encore pire. Mais voilà. Les rapaces, c'est des oiseaux opportunistes. La plupart sont opportunistes. Et ils font en fonction de... Vous avez il y a déjà des gens qui m'ont demandé, et un faucon pèlerin, ça mange quoi? Ça dépend. Ça dépend. Un faucon pèlerin, comme le couple qui niche à Bruxelles, hein, il mange à 75% des pigeons. Voilà. Un faucon pèlerin qui va vivre sur une falaise et tout ça, où il va y avoir des oiseaux, une falaise de mer par exemple, où il va y avoir des oiseaux de mer, mais il va manger principalement des boulettes ou des oiseaux comme ça. Donc ça dépend, c'est énormément en fonction de l'endroit où l'oiseau vit. Dites ces oiseaux aussi, c'est les oiseaux de trop élevage.
Oui, oui. Oui. Si le domestiquer de la nature, c'est possible. Si vous faites coincer, c'est 25 000 € d'amende. Ah ouais. Si vous trouvez un jour un rapace blessé, Ouais. Une fois, j'ai Dans ramené le une refuge, vache comme comme ça. ça. vous devez la Il avait mettre tellement dans pris, une il validation. était noyé, elle bougeait plus. Je l'ai ramené chez moi. Et puis alors, elle se séchait. Ah oui, oui, oui. Et si vous avez un oiseau un jour comme ça blessé et tout ça, normalement vous ne pouvez pas le ramener chez vous, vous devez le ramener dans un centre de validation. Ah, ouais. Ah, ouais. Il paraît qu'il y en a à Saint-Nicolas aussi. Ah, je sais pas. Oui, il y en a maintenant il y en a qui sont plus spécialisés dans d'autres animaux, Il y en a à quoi, plus dans les notamment. oiseaux, donc ça varie un peu. C'est des bureaux, mais il y a Il plus. n'y a plus, il n'y a plus à quoi. J'ai regardé sur Internet, mais Il y en a j'ai pas deux vu aussi. la commune. Oui, il y en a à Theux aussi, il y en a à Auris aussi. Non, à Ouéris, pardon. À Ouéris, il y en a aussi. Et c'est pas monsieur qui s'occupe de ça aussi sur la haie des gâtes, hein, ouais. Ouais, c'est celui-là qui a tiré, là. Lui, il n'est pas officiel. Oui, non, Il a c'est pris en celui qui otage avait l'autocar. détourné Lui, il n'est pas officiel, le car hein. scolaire. Ouais. Lui, il n'est pas officiel. Hein. Donc, il y a quelques années d'ailleurs, on lui a saisi ses oiseaux. Ouais, mais on les a ramenés. On lui a ramené, ouais, ouais. C'est chouette. On a fait une pétition. Ça sort jeu de mots. C'est chouette. Lui, c'est plus des. Enfin, Des blessés, il n'a quand pas même. des oiseaux sauvages hein, chez lui, mais c'est plus des oiseaux. Vous savez, dans les fauconniers, vous avez des gens bien et des gens pas bien, comme partout. Hein. Et dans les fauconniers, vous avez un oiseau, hein, il devient un peu vieux, il vole moins bien et tout ça, et ben hop. Et les gens sans scrupules qui vont le lâcher dans la nature ou qui vont plus s'en occuper et tout ça, et lui, il récupère tous ces oiseaux-là. Quoi. C'est pas possible qu'ils retournent dans la nature, pareil. Non. Si. Oui, ils arriveront à se nourrir. Tout ce qui est anti-diurne, oui, oui. Parce que on va un peu parler de la fauconnerie à proprement parler. Enfin, de la fauconnerie et de la volerie. Parce que si on prend vraiment le terme exact, la fauconnerie, c'est la chasse avec les rapaces. Hein, les gens qui font des spectacles, ça s'appelle de la volerie. Mhm. Donc tous les oiseaux qu'on détient sont bagués. Hein. Certains oiseaux sont sous CITES, d'autres pas. Ça varie un peu d'où ils viennent. Hein. Moi j'ai beaucoup d'oiseaux non européens justement pour ça, parce que c'est plus facile, parce qu'eux ne sont pas sous CITES. Enfin, certains oiseaux non européens le sont. Hein. Les CITES, c'est C'est comme les la perroquets. Convention de Washington Ouais, comme les perroquets. sur la protection des animaux. Vous n'avez pas que des oiseaux sous CITES, vous pouvez avoir des tortues, vous pouvez avoir. C'est en réalité tous les oiseaux qui sont en voie de disparition et tout ça. Pour détenir des oiseaux comme ça, il faut avoir des autorisations et des permis. Les CITES, on appelle la CITES. Vous avez le formulaire, ouais, vous avez la date de naissance et le numéro de bague de l'oiseau, l'espèce de l'oiseau, le sexe quand on le connaît. Hein. Chez les rapaces durs, généralement, il y a le sexe qui est marqué dessus parce que là, on le connaît pas de problème. Les rapaces nocturnes, c'est un peu plus difficile. Donc voilà. Donc tous nos oiseaux sont nés en captivité, sont élevés. Hein. Et alors, il y a deux techniques d'élevage dans les rapaces. Tout ce qui est rapaces diurnes, donc bus, faucon, aigle et tout ça, hein, ce sont des oiseaux qu'on appelle affêtés. C'est-à-dire que généralement, l'éleveur qui a un couple, hein, quand c'est des éleveurs sérieux, parce que malheureusement, il y a des éleveurs pas sérieux du tout, et il y en a beaucoup plus que les autres, un éleveur sérieux va en réalité, son couple va nicher, et il va laisser élever les jeunes par les parents. Quand le jeune aura 2 mois, 2 mois et demi, 3 mois et demi, hein, il y a un peu d'une espèce à l'autre, hein, voire même 4 mois, hein, on va prendre le jeune alors, donc il est tout à fait emplumé, il mange tout seul et tout, hein, on va prendre le jeune et on va, ce qu'on va faire l'affêtage. Donc on va dresser l'oiseau, hein, et l'habituer à manger, d'abord l'habituer à manger sur le gant, hein, avec nous à la main, hein, et puis alors le dresser pour produire tout ça. Par contre, avec les rapaces nocturnes, on ne peut pas faire ça. Parce que si vous faites ça, vous avez un oiseau qui ne volera jamais, qui n'aura aucun rappel. Donc vous n'arriverez jamais à faire revenir chez vous. Donc, pour avoir un nocturne, on les a bébés. C'est-à-dire entre 8, 9, 10, 15 jours maximum. Et là, on les élève à la main. Là, on élève à la main. Et le problème, on ne fait pas ça avec des diurnes, parce que si vous faites ça avec des diurnes, quand vous avez un oiseau qui arrive à sa maturité sexuelle, c'est un oiseau qui devient agressif envers l'homme. Malgré tout, ça peut arriver, malgré qu'ils sont affêtés, qu'ils ne sont pas imprégnés, hein, on appelle imprégner un oiseau qui est élevé à la main des tout bébés, hein, malgré qu'ils soient affêtés, ça peut arriver quand même d'avoir un oiseau qui soit agressif, hein, surtout dans les femelles. De temps en temps les mâles aussi, mais plus souvent les femelles.
D'ailleurs, quand quelqu'un débute en fauconnerie, moi je devrais conseiller quelqu'un qui veut se lancer là-dedans. Ben, la première chose, voilà, une préférence pour les diurnes ou les nocturnes. Si la personne me dit j'ai pas de préférence, j'aimerais bien les deux, moi j'ai les deux, ben, ça met en mal, en tiercelet, et la chouette des frères. Ça, la chouette des frères, ça n'a aucune importance, tiercelet, mâle ou femelle, ça n'a aucune importance. Hein. Les rapaces nocturnes, il n'y a pas d'agressivité, plus d'agressivité chez l'un que chez l'autre. Mais moi je conseillerais, c'est ces deux oiseaux que je conseille. Ceci c'est déjà un oiseau un peu plus délicat à travailler et tout ça. Mais ça c'est vraiment des oiseaux faciles, qui ne sont pas trop chers dans les prix, et qui sont faciles d'entretien, faciles à travailler, à affréter. Ceci c'est déjà autre chose. Quand tu dis pas trop cher dans les prix, c'est-à-dire? Alors, les rapaces, ça va, dans les diurnes, ça va de à peu près 150-200 € pour un petit faucon prescal comme ceci. Une buse comme ça, il faut compter aux alentours des 500-600 €. On peut toujours en avoir à 400 €. Comme toujours, hein, ça dépend. Le prix est en fonction aussi de la qualité de l'oiseau qu'on a. Moi ici, je parle toujours de prix de jeunes oiseaux non travaillés, non affêtés. Alors si vous avez un oiseau qui vole super bien et qui va bien, les prix montent évidemment. Vous avez un oiseau dressé, le dressage se paye. Une buse comme celle-ci, un tiercelet comme ceci, ça vaut aux alentours des 600-650 €. Il faut savoir aussi qu'il y a des différences de prix entre mâles et femelles souvent. Une buse comme la buse de Harris, on va dire 500 € pour une forme, parce que chez le tiercelet, j'avais oublié de dire ça. Donc chez les rapaces, le mâle s'appelle le tiercelet et la femelle s'appelle la forme. Donc pour une forme, il faut compter aux alentours de 500 € et un tiercelet aux alentours de 350-400 €. Ici, même chose. Ça c'est un tiercelet, il faut compter aux alentours de 650 €. Et il faut compter pour une femelle aux alentours de 800-850 €. Toujours pour un jeune oiseau non dressé. Maintenant, les prix c'est en fonction de plusieurs choses, en fonction de la rareté de l'oiseau. Oui, ça la rareté. Comme dans nos autres petits oiseaux, c'est pareil. Ça dépend de ça. Et ça dépend aussi des qualités de chasse d'un oiseau. Parce que quand vous regardez une buse variable et un autour des palons, ce sont deux oiseaux pas similaires, je dirais, mais de taille à peu près identique. Une buse variable, pour 500 € vous en avez une. Un autour des ballons, il faut compter 3000 €. Parce qu'une buse variable, à part chasser les souris, vous ne chasserez pas grand-chose. Un autour des ballons, vous chasserez faisan, lapin, pigeon. Donc ça vaut beaucoup plus de prix. Maintenant, le prix est tout est relatif. Dans les faucons, par exemple, ici en Belgique, il faut compter pour un faucon. Donc dans les faucons européens, je vais dire, même non européens, qu'on voit le plus souvent en fauconnerie, c'est le gerfaut, le sacre et le pèlerin. Maintenant, des purs, vous n'en voyez quasiment plus. Ce sont tous des hybrides. Pourquoi? Parce que le faucon est quand même relativement beaucoup employé pour la chasse. Et donc, pour chasser, les gens essayent toujours d'avoir le meilleur. Le gerfaut, vous savoir que c'est un faucon qui vit en Scandinavie. C'est le plus grand faucon européen. Mais, vu sa taille et son poids, il est plus partout, moins rapide. Le pèlerin est un des plus petits, à part les crécelles, je vais dire, mais dans les autres faucons, c'est un des plus petits faucons. Mais non, il y en a toujours beaucoup plus petits, mais dans ceux qu'on utilise, c'est le plus petit. Mais il est très rapide. Donc on fait souvent des croisements entre gerfaut et pèlerin, parce que comme ça on a un oiseau qui gagne un peu en taille, gagne un peu en vitesse. Donc il est moins rapide qu'un pèlerin, mais il est quand même plus rapide qu'un gerfaut, et il sera plus lourd qu'un pèlerin, donc il pourra chasser des plus grosses proies. Donc c'est souvent des hybrides qu'on voit en fauconnerie. Il y a encore des purs aussi, mais... La chasse est toujours autorisée? La chasse est autorisée. La chasse est autorisée, mais les lois sont très mal faites en Belgique. Vous pouvez chasser avec un rapace, vous devez passer le permis de chasse normal. Vous devez connaître toute la législation sur les armes. Vous devez savoir avec quel calibre vous pouvez tirer un sanglier. Vous devez savoir ce que vous pouvez chasser comme... Vous devez savoir ce que vous pouvez chasser comme cerf, comme chevreuil, les périodes de chasse et tout ça, alors vous ne chasserez jamais ça avec. Ceux qui chassent sur les terrains de football, les aéroports. Ça, c'est pas la chasse, c'est de l'effarouchement qu'on appelle ça.
Parce que le but c'est de faire partir les oiseaux, c'est pas de les tuer. Maintenant, je ne dis pas que Quand l'oiseau il n'en faut tue jamais. attaquer. Hein. Je ne dis pas que l'oiseau n'en tue jamais, mais c'est pas le but premier, c'est de faire fuir les oiseaux. Ça oui, ça se fait dans beaucoup d'endroits, hein. Pas uniquement les aéroports et les terrains de foot, hein. Ça se fait dans les... Moi j'ai un ami qui est fauconnier à l'habite Noirfontaine de Bouillon, il travaille d'ailleurs au château de Bouillon, hein, et c'est un des rares fauconniers professionnels en Belgique. Et donc lui il en vit et il fait beaucoup d'effarouchements et il a un super gros contrat avec le port d'Anvers. Il va dans les hangars chasser les pigeons et les mouettes qui viennent tailler la marchandise, quoi. Il a un contrat aussi avec la prison de Saint-Hubert. Donc voilà, on va faire ça dans à peu près là où tous les pigeons et les mouettes et tout ça gèrent. Ouais. Donc il fait partie, mais il ne chasse pas. Ils ne chassent pas. Maintenant, ils en tuent un ou deux, hein, mais ils n'en tuent pas tout, quoi. Généralement, vous savez que dans un coin où vous avez des pigeons, s'il y en a un ou deux qui sont tués, et que régulièrement il y a un rapace qui tourne, il déménage. Hein. Il faudrait qu'il vienne au complexe de Nicolas Spirou alors. Hein. Oui. Peut-être que les pigeons ne dérangent personne, j'en sais rien. Mais il y a encore certains pays qui les capturent. Oui, hein, oui. Hein. Oui. Je crois que c'est en Turquie. En Turquie, ils capturent, le nom que je cherchais tantôt, l'épervier. Ils capturent des petits éperviers et ils chassent avec. Et puis les relâchent. Et puis ils les relâchent à la fin de la saison. Dans les pays mongols et tout ça, au Kazakhstan et tout ça, ils le font avec l'aigle royal, ça. Ils capturent des jeunes aigles royaux, ils les dressent et ils les travaillent pendant un an ou deux. Ils chassent avec une saison et puis après ils relâchent l'oiseau. Est-ce qu'il y a des gestes à éviter? Parce que je vois que vous le caressez toujours devant, mais jamais sur la tête. Non. Parce que si vous venez au-dessus d'un oiseau, c'est pareil pour tous les oiseaux, il n'y a pas que les rapaces. Ils se sont menacés, vous le dominez. Donc ils n'aiment pas ça. Quand on fait voler des rapaces diurnes comme ça, hein, quand l'oiseau arrive sur le gland, les nocturnes pas. Les nocturnes, on tient le gland à cette hauteur-ci et l'oiseau arrive sur le gland. Mais quand on fait voler des diurnes, on tient toujours le gland là. Comme ça, l'oiseau est au-dessus de nous pour manger. C'est lui qui domine à ce moment-là. Il ne se sent pas menacé. Et il n'attaque pas les filles. C'est que ça peut manger Ça devient totalité de donner des coups. Alors si, ça, il peut être agressif, obligé d'avoir un oiseau agressif, mais généralement il ne va pas viser les yeux. Il va généralement quand un oiseau est agressif, ce qu'il y a, c'est que l'oiseau vient. Quand on fait voler l'oiseau il arrive comme ceci sur le gland. Donc les jets sont largués. Hein. Je précise aussi que quand on fait voler, les jets ne sont pas attachés ensemble. Hein. Pourquoi les jets ne sont pas attachés ensemble quand on fait voler un oiseau? Parce que si jamais l'oiseau s'en va, ce qui peut arriver, le risque zéro n'existe jamais, et qu'il va se percher dans un arbre, si une branche reste là, il est prisonnier. Si maintenant il part dans le bon sens, il va peut-être arriver à s'en aller, mais vous voyez, ils ne sont pas toujours pareils quand ils démarrent. S'il part dans le mauvais sens, il va rester coincé, il va s'épuiser et finir par mourir là. C'est la panique aussi. On lâche toujours. Oui, voilà, oui. Donc nous, on détache toujours nos oiseaux quand on vole. Sauf quand on vole avec des jeunes